bienvenue dans votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. « 11 876 élèves soumis à l'algorithme de l'éducation. » Autre actualité de ce journal, un atelier de validation des plans stratégiques au Kempinski Palace. Pour les actualités internationales, l'Inter de Milan qualifié pour la finale de Ligue des Champions. Mesdames et messieurs, les détails de ce journal. Le président de la République, son Excellence El Hadj Ismaïl Omar Guelleh, a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu Abdelrahman Cheikh Mohamed, figure de proue du paysage judiciaire national et personnalité très connue et appréciée à Djibouti, décédé hier soir en France, où il fut récemment évacué suite à un accident vasculaire cérébral. Le décès de feu Abdelrahman Cheikh replonge davantage notre pays dans la disparition d'une génération préalable de technocrates connus pour leurs compétences, savoir-faire et ingéniosité, indiquait le chef de l'État. Magistrat talentueux, feu Abdelrahman Cheikh Forcé l'estime également à travers son engagement en faveur des règles et des droits indexés sur les réalités et convictions de notre communauté. A noter aussi le président Guelleh, il restera longtemps gravé dans la mémoire de nos compatriotes pour sa propension à être toujours resté humble, disponible et serviable, a poursuivi le président de la République, exprimant ses condoléances attristées à la famille, aux proches et amis du défunt. Icône du paysage judiciaire djiboutien, feu Abdelrahman Cheikh Mohamed a longtemps exercé les fonctions éminemment importantes du procureur de la République avant d'accéder à celle encore plus en vue de président de la Cour suprême. Patriarche à la tête d'une importante famille, il laisse derrière lui une épouse ainsi que plusieurs enfants et petits-enfants. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je vous disais dans les titres, l'examen des tests de l'OTI de 5e année a eu lieu sur le territoire national ce mercredi 17 mai 2023. Ce sont plus de 11 000 élèves en total, dont plus de 1000 des écoles privées qui ont planché sur le test de lecture, de compréhension écrite, de mathématiques et d'arabe. À l'instar des l'an passé, dans la dynamique de décentralisation et des déconcentrations poursuivies par le MENFOP, l'OTI de 5e année a été géré par les inspections de la capitale et des régions de l'intérieur, avec l'appui de la direction des examens et concours pour permettre une organisation pratique et efficace. L'inspectrice générale du MENFOP, la directrice de l'enseignement public et le chef des services de l'enseignement de base ont effectué une tournée de supervision pour s'assurer du bon déroulement de cette évaluation nationale. À chacune des étapes de leur visite, ils se sont entretenus avec les inspecteurs et les chefs de centre. Ils ont pu apprécier le travail réalisé et l'organisation mise en place par les directeurs d'école et conseillers pédagogiques et la mobilisation et l'assiduité des enseignants qui ont surveillé la passation des différents tests. Les élèves munis de leur carte d'identité scolaire ont composé sereinement les différents tests. À l'instar de chaque année, l'anonymat de copie sera amorcé directement après la passation et la correction débutera à partir du dimanche 21 mai. Les résultats des élèves seront reportés sur le bulletin dont la distribution se fera dans les écoles le lundi 5 et le mardi 6 juin. Notons enfin que ces déconcentrations ont une garantie de fluidité et d'efficacité des travaux de correction et des saisies, car elle permet un désengagement certain. D'autant plus que cette configuration est adaptée au OTI, car il convient de rappeler que les OTI ne sont pas un examen, mais des tests d'évaluation des compétences. La Confédération nationale des employeurs de Djibouti a organisé ce matin au Kempinski Palace un atelier de validation de plans de stratégie de la Confédération nationale des employeurs de Djibouti. Cet atelier a été présidé par le ministre du Travail, son Excellence M. Omar Abdi Saïd. L'objectif de cet atelier était de validation et de réunir les membres de la CNED pour délibérer et contribuer à l'élaboration du premier plan stratégique de l'organisation. Les membres de la CNED examineront, affineront et valideront le projet de plan stratégique grâce à une approche participative. L'atelier a été une opportunité pour renforcer l'interaction, la collaboration et la discussion active entre les membres sur les différentes sections de l'ébauche de plans stratégiques pour assurer leur appropriation. L'atelier de validation qui se poursuivra a réuni un bon nombre de participants du ministère du Travail, des syndicats de la CNED, du PLUD, du bureau de l'OIT, mais à Addis Abeba et au Caire. Je voudrais saluer l'un des illustres représentants du dialogue tripartite, le ministre du Travail, M. Omar Abdi Saïd, qui nous a fait l'honneur de répondre à notre invitation
et qui, à chaque fois que nous l'avons sollicité, a toujours fait preuve d'écoute et d'une collaboration basée sur la recherche de solutions. Je tiens à préciser que le ministre chargé de l'Emploi est le seul département ministériel qui nous reconnaît en tant que partenaire tripartite et qui nous associe à toutes ces activités où notre présence est nécessaire. Pour cela, je vous remercie, Monsieur le ministre. On écoute à présent le ministre du Travail, M. Omar Abdi Saïd, qui a souligné l'importance des ateliers tout en mettant l'accent sur le rôle prépondérant joué par le secteur privé dans la lutte contre le chômage. C'est pour moi un plaisir immense d'être parmi vous aujourd'hui et vous souhaiter par la même occasion la bienvenue à cet atelier de validation du premier plan stratégique de la CNED. Ce document a été élaboré avec les différents partenaires et je profite de l'occasion pour saluer l'appui fort estimable de l'OIT et des partenaires des Nations Unies et des l'IGAD en particulier, qui ont été productifs pour finaliser le rapport que vous avez soumis ce matin. J'aimerais rappeler ici, mesdames et messieurs, chers participants, que dans le cadre du projet Initiative pour l'emploi, mon département avait entamé l'officialisation des engagements de consultation sectorielle à travers les signatures de protocoles avec les parties prenantes que vous êtes, mesdames et messieurs, les parties employeurs. Comme vous le savez, la dernière réalisation en date, et néanmoins la première du genre, était l'organisation en février 2021 d'une foire de l'emploi. Lors de cette manifestation, nous avons pu observer la qualité des échanges relatifs aux défis liés à l'emploi, à la mise en exergue de l'inadéquation entre l'offre et la demande d'emploi sur le marché du travail. J'attire votre attention que mon département est à l'écoute et privilégie toute initiative ou réalisation émanant de la partie employeur conformément aux objectifs assignés dans le cadre du nouveau plan 2020-2024 de la politique nationale de l'emploi PNE. Durant vos 2 jours, je pense que vous allez débattre sans réserve et émettre des recommandations afin de trouver une éducation entre les potentiels des offres du travail, la demande sectorielle de main-d'œuvre, sans oublier enfin la réalité économique. Mesdames et messieurs, pour reprendre les termes du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, la synergie entre action du gouvernement et participation de nos concitoyens à la croissance économique doit s'inscrire dans une politique de plein emploi, décent, durable et de considérer le phénomène comme une externalité positive. Le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, son Excellence M. Redouane Abdoulaye Bahdoun, a tenu ce matin une déclaration dans le cadre de la Journée mondiale de la télécommunication et de la société de l'information. Voici sa déclaration. La République de Djibouti, à l'instar des États membres de l'Union internationale des télécommunications, célèbre en ce 17 mai 2023 la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Le thème retenu pour cette année par l'UIT, institution spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l'information et de la communication, est l'autonomisation des pays les moins avancés grâce aux TIC. Mesdames et messieurs, les TIC permettent d'offrir de nouvelles alternatives et de solutions pour atteindre les objectifs de développement durable, dont celle qui permet d'accroître nettement l'accès aux TIC et de donner un accès universel et abordable à l'Internet dans les pays les moins avancés. Dans ce contexte, notre pays, la République de Djibouti, a fait un effort considérable pour favoriser le développement du secteur des TIC dans le but d'atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Aujourd'hui, plusieurs initiatives démontrent que la République de Djibouti est sur la bonne voie dans l'atteinte de ces objectifs. Des progrès significatifs ont été menés
est réalisé par le ministère de la Communication chargé des postes télécommunications pour lutter contre la fracture numérique dans notre pays, à savoir, entre autres, l'opérationnalisation d'une autorité de régulation multisectorielle, le projet des câbles sous-marins d'Erwan qui est entré en service en 2021, le projet du code du numérique, la connexion de nos établissements scolaires au réseau large bande, l'accroissement des abonnements aux services de télécommunications, l'augmentation du nombre d'usagers de l'Internet, la densification et l'optimisation des réseaux mobiles 2G, 3G et 4G, la modernisation des réseaux fixes nationaux, le déploiement du réseau haut débit FTTH et le haut débit via le Wi-Fi mobile dans la capitale et les chefs-lieux des régions, l'évolution du taux de pénétration des smartphones à Djibouti, la construction des data centers pour héberger les données nationales et internationales, la mise en place des mesures nécessaires pour accueillir l'atterrissage prévu à Djibouti des 4 autres câbles sous-marins de dernière génération, en plus de 9 câbles déjà opérationnels. Autant d'atouts qui peuvent permettre à notre pays non seulement de rattraper son retard en la matière, mais aussi de réaliser de vrais bonds en avant. À cette occasion, le ministre Redouane Abdoulaye Pardon a souligné également les efforts considérables du gouvernement pour favoriser le développement du secteur des TIC, poursuivant toujours avec la suite de sa déclaration. Mesdames et messieurs, le gouvernement s'attelle au quotidien à traduire en acte la vision du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui est celle de transformer notre pays en hub technologique. C'est ainsi que le gouvernement, par le biais du ministère de la Communication chargé des postes télécommunications, a signé un accord de prêt avec la Banque mondiale pour financer le projet intitulé Djibouti Fondement numérique, qui s'inscrit pleinement dans la continuité des programmes stratégiques déterminés dans la vision 2035. Le projet Djibouti Fondement numérique a pour objet d'aider le gouvernement à créer un environnement propice pour les investissements du secteur privé dans les TIC, de promouvoir l'adoption des compétences dans le numérique et les services numériques, mais également et surtout de renforcer la position de Djibouti en tant que hub technologique de l'Afrique de l'Est. Tout au long de la mise en œuvre de ces projets, programmés sur une période de 5 ans, allant de 2021 à 2027, le gouvernement accordera la plus grande attention aux axes prioritaires suivants. Le développement des infrastructures large bande dans le territoire national, la production et l'offre de contenus numériques nationaux, la transformation numérique de l'administration et des entreprises, la continuité du projet École connectée au réseau haut débit, l'amélioration de la qualité des services de télécommunications avec des prix abordables, l'amélioration de la couverture de près de 100% de la population djiboutienne en service de téléphonie mobile avant fin 2027, de porter les taux de couverture de l'Internet mobile à 100% de la population de ces mêmes échéances, la mise en place d'un cadre juridique et réglementaire pour les services en adéquation avec les enjeux de développement de notre pays, la promotion de la culture du numérique par la généralisation de l'usage des TIC dans la société, le renforcement de la confiance du numérique, le développement d'une industrie locale du numérique pour encourager la recherche et l'innovation, le développement du capital humain et le leadership dans le numérique, la mise en place des nouveaux tarifs des services de télécommunications et enfin l'expérimentation de la nouvelle technologie 5G via 2 sites. Mesdames et messieurs, bâtir un Djibouti numérique nécessite de l'audace. C'est à cette audace que nous sommes tous appelés, administration, entreprises, société civile et surtout politiques et élus locaux, dont le rôle dans la sensibilisation et l'accompagnement des populations locales est indispensable. En conclusion, je voudrais donc saisir l'opportunité que m'offre la célébration de cette journée internationale télécommunications et de la société de l'information pour exprimer toute la gratitude de la République de Djibouti et de son gouvernement à tous nos partenaires, et en particulier à l'Union internationale des télécommunications, dont le soutien et les différents appuis à notre pays sont très appréciés, ainsi que l'Alliance Smart Africa pour ses initiatives visant à interconnecter les continents. Et sans oublier l'Union africaine des télécommunications. Je vous remercie.
Autre actualité de ce journal, l'international Hôtel Escale a accueilli un atelier de formation organisé par l'Observatoire Genre du ministère de la Femme et de la Famille en collaboration avec les Nations Unies. Cet événement a rassemblé des experts et des participants engagés pour discuter des droits des femmes et des filles ainsi que de l'égalité des genres. L'objectif principal de cet atelier a été de sensibiliser et de renforcer la compréhension des droits des femmes dans notre société en mettant en lumière les défis auxquels elles sont confrontées dans divers domaines de la vie tels que l'éducation, l'emploi, la santé et la participation politique. Dans le cadre de cette initiative conjointe, une représentante des Nations Unies a prononcé un discours soulignant l'importance de la coopération internationale pour atteindre l'égalité des genres. Elle a partagé des connaissances et des expériences offrant des perspectives précieuses sur les progrès réalisés et les obstacles restants dans la quête de l'égalité entre les sexes. Les participants ont eu l'opportunité d'échanger des idées, de partager des bonnes pratiques et de discuter des actions concrètes à mettre en œuvre pour promouvoir les droits des femmes et des filles. Des sessions interactives et des études des cas ont permis d'approfondir la compréhension des enjeux et des solutions possibles. Cet atelier de formation a été une étape importante dans la poursuite de l'égalité entre les sexes. Il a permis aux participants d'acquérir de nouvelles connaissances, de partager des expériences et de renforcer leur engagement en faveur de l'égalité des genres. L'Observatoire genre du ministère de la Femme et de la Famille continuera à soutenir de telles initiatives en collaboration avec les Nations Unies pour faire avancer les causes des femmes et des filles dans notre société. La secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Anissa Hassan Bardon, a également prononcé un discours lors de cet atelier, soulignant l'engagement continu du ministère en faveur de la promotion des droits des femmes et des filles. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'être ici parmi vous pour l'ouverture de l'atelier de formation dont le thème porte sur les droits des filles et des femmes à l'égalité du genre. Le but de l'atelier de cette formation est de renforcer les capacités techniques des bureaux régionaux genre, les points focaux genre des ministères sectoriels et techniques et la prise en charge en compte des droits humains. Spécifiquement, j'ai le plaisir de rappeler que par la présente formation que j'ai l'honneur de lancer aujourd'hui au nom de la ministre Mme Mouna Ousmane Aden, qui a pour thème de renforcer les connaissances de base que vous avez déjà sur les droits des femmes et l'égalité du genre, les violences basées sur le genre et la participation des femmes à la vie politique et publique. La présente formation devrait, à terme, vous permettre de cerner davantage, et plus que par le passé, les droits des femmes. Faut-il rappeler que la République de Djibouti, à l'instar des autres pays, est partie à différents instruments juridiques et programmatiques internationaux relatifs aux droits des femmes et à l'égalité entre les sexes. Le président des autorités des ports et des zones franches de Djibouti, M. Aboubakar Omar Hadi, a eu le plaisir de recevoir l'envoyé spécial du président de la République du Soudan du Sud à la Tour internationale de Djibouti. Son Excellence le Dr Benjamin Bolmelkwal et l'ambassadeur de la République du Soudan du Sud auprès de la République de Djibouti et de l'Éthiopie, Son Excellence Dr James. Les discussions ont porté sur l'importation d'équipements destinés aux champs pétrolifères par le biais du modèle de fret mer-air. Le ministère du pétrole du Soudan du Sud dispose d'un terrain de 1,2 hectare à Dift où des entrepôts seront construits afin de stocker les pièces de réchange des champs pétrolifères et autres équipements. Son Excellence, l'envoyé spécial du président de la République du Soudan du Sud a manifesté un vif intérêt pour les infrastructures et facilités offertes par la République de Djibouti, notamment ses ports et zones franches. La délégation a reçu une présentation sur le Demerjoug Liquid Bulk Port, a observé l'avancement des travaux de la GT. Ils envisagent également une alternative pour exporter le pétrole brut du Soudan du Sud pour le corridor routier, puis en l'expédiant via les ports de Djibouti. Toujours dans les actualités nationales, dans le cadre du projet de recherche sur les coraux de l'EPFL, réalisé en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable, le CERD, le Centre de recherche en énergie et environnement de l'Université de Djibouti, a organisé un atelier de formation de 3 jours. Cet atelier comprendra une journée théorique suivie de 2 jours de pratique sur l'île Moucha. L'équipe scientifique régionale qui participera à cet atelier sera composée de chercheurs de l'Université d'Aden et de l'Académie de marine de Berbera du Somaliland, ainsi que de scientifiques locaux du ministère de l'Environnement et du Développement durable, du CERD et de l'Université de Djibouti.
L'objectif principal de cette formation est de former l'équipe scientifique régionale à une nouvelle méthode de cartographie 3D de coraux en utilisant l'intelligence artificielle pour évaluer l'état de santé de ces coraux. Cette méthode permettra à l'équipe de suivre l'évolution de l'écosystème marin en fonction des changements climatiques. De plus, cette formation les préparera en vue de la mission scientifique prévue en novembre, lors de dans laquelle ils étudieront les récifs coralliens des 7 frères. L'importance de cette formation réside dans la nécessité de mieux comprendre et de surveiller les coraux qui constituent des écosystèmes marins cruciaux et sensibles. En utilisant cette nouvelle méthode de cartographie, les chercheurs pourront obtenir des informations plus précises sur l'état de santé des coraux, ce qui contribuera à une meilleure gestion et conservation des écosystèmes fragiles. Faire la même étude aux îles Sept Frères, ainsi permettre la compréhension et l'adaptation en fait au changement climatique de ces récifs et en quelque sorte de mettre en place le premier état de santé de ces récifs. Cette journée porte ouverte a vu la participation de Monsieur le préfet Moussa Aden Migane et Monsieur le président du conseil régional, Shalmark Hassan Alale, de l'inspecteur régional de l'éducation, Monsieur Ahmed Hamoudi Ibrahim, des autorités militaires, coutumières et parents d'élèves. À Elisabie, cette entité bilingue pour vocation de transmettre à ses élèves le meilleur de la culture scolaire et de le préparer au monde actuel en leur offrant un enseignement bilingue et multiculturel. L'objectif de cette journée porte ouverte n'est autre que de montrer aux parents d'élèves et à toute la société civile l'environnement multiculturel dans lequel évolue l'enseignement-apprentissage au sein de cette entité bilingue et technologique. d'Elisabie. Alors, cette école bilingue a pour vocation de transmettre à ses élèves une culture scolaire, une meilleure culture scolaire mondiale, en leur transmettant un enseignement bilingue et multiculturel. Un établissement où les trois langues sont en pratique, à savoir le français, à savoir l'arabe et à savoir l'anglais. Je remercie à cette occasion le ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, d'avoir créé cette entité de haute culture. Et je le remercie. Toujours au sud du pays, Cap vers Dikil, où sous l'égide du ministère de la Culture et de Pêche, avec l'appui technique et financier de la FAO, une formation pour les agriculteurs de la région de l'unité s'est tenue hier matin à Dikil. Une formation en théorie et pratique qui avait pour objectif de former les agriculteurs et agricultrices des différentes coopératives de la région aux bonnes pratiques de culture fourragère, maraîchère et installation des systèmes de goutte à goutte, regroupant une quarantaine de personnes agriculteurs provenant des 5 coopératives, à savoir la coopérative de Saïla, de Hanlé, de Mouloud, de Kami et d'Abaïtou. À l'ouverture de cette formation pris part les autorités de la région, telles que le préfet adjoint, M. Youssef Ali, le président du conseil régional, M. Mahd Hussein Ahmed, le sous-directeur régional du ministère de la Culture, ainsi que les experts nationaux et internationaux de la FAO. C'est une formation basique sur l'agriculture. Donc cette formation, peut-être elle était expliquée, sera pour 4 jours. On va parler de 3 modèles. On va parler sur les pépinières. On aura beaucoup de formations utiles afin d'améliorer l'agriculture. Donc à la fin, je remercie M. la Hakim et le président du conseil pour leur assistance d'ouverture de cette formation. Il est l'heure de l'appel à la prière de Salat al-Asr. On se retrouve dans un instant.
Continuons toujours dans les actualités nationales. C'est dans une atmosphère sportive et conviviale que le secrétaire d'État chargé du sport, son Excellence M. Hassan Mohamed Kamil, accompagné des hauts responsables de la Fédération de Djibouti, a félicité et encouragé les jeunes du centre de formation de la garde républicaine, plus connu sous le nom de Barret Football Club, qui se sont encore une fois qualifiés au Lamar au mondial pupille de Paul-et-Méline 2023 qui se tiendra en France. Son Excellence M. Hassan Mohamed Kamil a exprimé quelques mots d'encouragement à leur regard et les a surtout exhortés à s'amuser et prendre de plaisir quel que soit le résultat final. C'est le regard tourné vers un avenir meilleur que nos jeunes pupites se sont envolés hier soir afin de ramener la coupe à la maison. Il faut savoir que leur précédente participation a été riche en expérience et en émotions car ils ont battu des très grandes nations de football. Cette année étant leur troisième participation, ils affirment qu'ils sont déterminés à aller encore plus loin et comptent hisser haut et fort les couleurs de notre cher parti. La garde républicaine est derrière eux et leur souhaite beaucoup de courage. cod buuxa iyo dareen cugan oo cuddoon rag iyo dumar ku cabireen inaanay ka caajisayn xilkaa qaranku u cayimay ismaaciil ciil tiro jabuuti ciyaarihii cirka garsiisayo adduunka la cajabe hajira oo hajiro hajira cimriga hajiro cafi caafimaad kuwaan ismaaciil ciil tiro jabuuti ciyaarihii cirka garsiisayo adduunka la cajabe hajira oo hajiro hajira cimriga hajiro cafi caafimaad kuwaan. Pour les actualités internationales, je vous disais dans les titres, l'Inter Milan va vivre sa 6e finale de Ligue des Champions. Les Nerazzurri ont dominé une deuxième fois leurs voisins de l'AC Milan mardi 1-0 grâce à un but de Lautaro. Il a fallu attendre le second acte à la 74e minute, un décalage bien senti de Romelu Lukaku pour son compère Martinez et l'Inter va prendre les commandes de la partie. Succès 1-0 et 3-0 score cumulé. L'Inter Milan retrouve la finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 13 ans. Les Italiens devront patienter jusqu'à ce soir pour connaître l'équipe qui le rejoindra en finale de la compétition au stade olympique d'Istanbul le 10 juin 2023. À l'aller, le Real Madrid avait concédé le match nul à domicile face à Manchester City, 1-1 partout. Tout reste ouvert pour le retour en Angleterre. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.